Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va se pencher sur un moment critique du parcours de soins, mais qu'on oublie souvent, la sortie de l'hôpital. Oui, c'est un point de transition absolument fondamental. C'est un peu comme un passage de relais. Vous savez, dans une course, c'est hyper rapide, c'est décisif. Si la communication est parfaite, tout se passe bien. Mais si une seule info se perd, C'est le crash. Et ce n'est pas une image, malheureusement. Les documents qu'on a là, qui viennent de la pharmacologie clinique et de la sécurité des patients, sont très clairs. ah oui, Certaines études montrent que près de 20% des patients subissent un incident lié à leurs médicaments après leur sortie. 20%, c'est une personne sur 5. C'est énorme. C'est énorme. Et une grande partie de ces incidents, qui peuvent mener à une réadmission, voire pire, sont évitables, d'accord? Donc il y a un vrai angle mort dans le système. Et pour y remédier, nos sources mentionnent toutes un processus au nom un peu technique, le bilan comparatif des médicaments. Le BCM. C'est ça. Alors c'est quoi exactement ce fameux BCM? En fait, c'est le principal filet de sécurité qu'on ait. L'idée est simple en théorie. Il s'agit de s'assurer que le bon patient reçoit le bon médicament à la bonne dose et au bon moment. D'accord. Et pour la sortie de l'hôpital, ça se déroule en 2 grandes étapes. La première, c'est la collecte d'informations. La collecte. On fait la liste de ce que le patient prend, c'est ça? Ça paraît simple. C'est là que ça devient subtil. Il ne s'agit pas juste de recopier une vieille ordonnance, il faut établir une liste complète et précise de tout ce qu'un patient prend réellement. C'est un vrai travail d'enquête. Attendez, vous insistez sur réellement. Ça veut dire que la liste que le médecin a dans son dossier n'est souvent pas la bonne, hein? Exactement, pensez-y une seconde. Le patient a peut-être oublié de mentionner l'aspirine qu'il prend de son propre chef, Ah oui. ou le complément à base de millepertuis qu'il a acheté en parapharmacie en pensant que naturel veut dire sans danger. Ouais, classique. Ou encore, il a peut-être arrêté un traitement parce qu'il ne le supportait pas, mais sans oser le dire à son médecin. Le but est de créer ce que nos sources appellent un profil médicamenteux exhaustif. Exhaustif, donc ça inclut vraiment tout. Les prescriptions, les produits sans ordonnance, les vitamines. Tout. Absolument tout. C'est la seule façon d'avoir une image fiable. D'accord, je vois. C'est une photographie complète. Une fois qu'on a cette photo, cette liste parfaite, on en fait quoi? Eh bien, on passe à la deuxième étape, la résolution. On l'appelle aussi la conciliation. La résolution? Oui, l'équipe soignante prend cette liste exhaustive et la compare ligne par ligne avec la nouvelle ordonnance préparée. Pour l'enjeu, c'est d'identifier chaque divergence. Une divergence, c'est-à-dire un changement. C'est ça. Un médicament qu'on a arrêté, une dose qu'on a modifiée, un nouveau traitement qu'on a ajouté. Chaque différence doit être volontaire et justifiée cliniquement. Ah, d'accord. Si on se rend compte qu'un médicament a disparu de la nouvelle ordonnance, sans raison, c'est peut-être une erreur. On vient de l'intercepter. Si un dosage a changé, on vérifie que c'est intentionnel. C'est un audit systématique. Et tout doit être documenté de façon très claire. Ça demande une rigueur incroyable. J'ai l'impression que ce n'est pas le travail d'une seule personne. Ah non, c'est impossible. Les sources parlent d'une approche interdisciplinaire. Médecins, pharmaciens, infirmières. Mais concrètement, qui fait quoi finalement? Qui est responsable à la fin? Alors, c'est une chorégraphie, hein. Mais la responsabilité finale de la prescription, elle, incombe aux médecins et aux pharmaciens. Ce sont eux qui doivent s'assurer que leurs connaissances sont à jour pour justifier chaque décision. Mais cette approche d'équipe, je me pose une question. On est dans un milieu avec une certaine hiérarchie, sous pression. Un pharmacien qui questionne la prescription d'un médecin, ça doit pas toujours être facile, non? C'est une excellente remarque, et c'est tout l'enjeu d'instaurer une vraie culture de la sécurité. Les meilleurs systèmes mettent en place des protocoles qui transcendent cette hiérarchie. Vous avez un exemple? Oui, un exemple frappant que nos sources citent, c'est celui des chimiothérapies. Ce sont des médicaments extrêmement puissants. Et dangereux. Voilà. La norme dans beaucoup de centres, c'est une triple vérification. Le médecin valide la prescription, le pharmacien valide la préparation, et l'infirmière, juste avant d'administrer le produit au patient, doit revalider avec un collègue, et parfois même avec le patient, l'identité, le produit, la dose. Dans ce cas, poser une question, ce n'est pas de l'insubordination, c'est une étape obligatoire du processus de sécurité. Une triple vérification? C'est impressionnant. J'imagine que ce niveau de vigilance est d'autant plus crucial pour certains patients. Je pense à ceux que nos sources appellent les polymédiqués. Absolument. On entre là dans les situations à haut risque. La polypharmacie, c'est le terme pour les patients qui prennent 5 médicaments ou plus en même temps. 5 ou plus,
Ça doit être fréquent chez les personnes âgées. Très fréquent, ou chez les personnes avec plusieurs maladies chroniques. Et là, le risque numéro un, c'est celui des interactions médicamenteuses. On en entend souvent parler de ces interactions, mais concrètement, ça veut dire quoi? Pour faire simple, un médicament peut changer la façon dont le corps élimine un autre médicament. C'est un peu comme un embouteillage sur l'autoroute du métabolisme. D'accord. Une de nos sources en pharmacologie donne un exemple fascinant. Il y a une enzyme dans notre foie, la CUP3A4. Retenez bien ce nom. CUP 3A4. Cette seule enzyme s'occupe de métaboliser, donc de nettoyer, environ la moitié de tous les médicaments qui existent. La moitié? C'est fou. Oui, et ce qui est incroyable, c'est qu'un aliment aussi banal que le jus de pamplemousse ou un complément comme le millepertuis peut bloquer cette enzyme. Ah bon? Du coup, un médicament qui est normalement nettoyé par cette enzyme va s'accumuler dans le sang. Sa concentration peut exploser et atteindre des niveaux toxiques. C'est terrifiant. Le système de santé peut tout faire parfaitement et tout peut être ruiné par le petit déjeuner du patient. C'est exactement l'idée. Et ça montre l'importance de la première étape, la collecte. Il faut savoir si le patient boit du jus de pamplemousse. Et il n'y a pas que le nombre de médicaments. Les sources parlent aussi de médicaments à marge thérapeutique étroite. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, ce sont les médicaments les plus délicats. La marge thérapeutique étroite signifie que la différence entre la dose qui soigne et la dose qui empoisonne est minuscule. Vous avez des exemples? Oui, le lithium utilisé en psychiatrie ou la digoxine pour le cœur. Pour ces médicaments, une surveillance très stricte est vitale, souvent avec des prises de sang régulières pour mesurer leur niveau dans le corps. Donc ces traitements-là, une seule pilule en trop, une petite erreur à la sortie de l'hôpital, et on peut basculer dans la toxicité grave. C'est précisément ça. Le plan de sortie doit être limpide. Qui fait les prises de sang? Quand? Qui regarde les résultats? Sans ça, on envoie le patient chez lui avec une bombe à retardement. D'accord. Donc si on résume, ce BCM, le travail d'équipe, la vigilance sur les patients à risque, le but de tout ça, c'est d'éviter que le patient ne revienne aux urgences quelques semaines plus tard. C'est l'objectif majeur, oui. Une sortie mal gérée, c'est une des premières causes de réadmission évitable. Et c'est pour ça que le processus ne s'arrête pas à la porte de l'hôpital. L'éducation du patient est une étape clé. Il faut s'assurer qu'il a bien tout compris. Il faut lui expliquer à quoi servent les médicaments, comment les prendre, quels effets surveiller. Une bonne compréhension, ça favorise ce qu'on appelle l'adhésion thérapeutique. Le fait qu'il suive bien son traitement. Voilà, Et j'imagine que dans ce contexte de polypharmacie, l'enjeu n'est pas seulement d'ajouter correctement des médicaments, mais aussi d'en enlever. C'est une occasion de faire le ménage. c'est un point crucial, que nos sources appellent la déprescription. L'hospitalisation est le moment parfait pour tout réévaluer. Ce somnifère prescrit il y a 10 ans est-il encore utile? Ces deux antidouleurs sont-ils redondants? Et c'est le rôle de qui, ça? C'est un rôle où le pharmacien, notamment, a une expertise immense. Simplifier un traitement, c'est une stratégie de sécurité en soi. Moins de médicaments, c'est moins de risques d'erreur et d'interaction. On passe donc d'une approche qui répare les erreurs à une approche qui les anticipe. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la science progresse. Il existe maintenant des outils, des scores validés, qui permettent d'estimer le risque qu'un patient soit réhospitalisé, notamment pour des maladies comme l'insuffisance cardiaque. On peut donc identifier les plus fragiles. Exactement. Et pour eux, on peut renforcer le suivi, organiser une visite d'infirmière à domicile, un appel du pharmacien quelques jours après la sortie. On devient proactif. Donc pour résumer, la sécurité de ce passage de relais repose sur ce processus, le BCM, qui est un audit en 2 temps, collecte et résolution. C'est un travail d'équipe dont la rigueur est décuplée pour les patients polymédiqués ou sous traitement à risque. Et il faut vraiment retenir que ce n'est pas juste une procédure administrative. C'est un filet de sécurité humain et intellectuel, indispensable dans un système de soins de plus en plus complexe. Il protège le patient au moment où il est le plus vulnérable. Et ça nous amène à une dernière réflexion. On a beaucoup parlé de standardiser les processus comme le BCM pour garantir une sécurité pour tous, mais alors que la science de la pharmacogénétique nous montre que chaque individu peut réagir différemment aux médicaments selon son ADN. Oui, on peut se demander comment la sécurité des soins va-t-elle évoluer pour passer de ce modèle de sécurité universelle, qui est essentiel aujourd'hui, à une approche qui serait demain véritablement personnalisée pour chaque patient.